Hier soir, à la télévision vénézuélienne. À 16h25, aujourd'hui 5 mars, notre commandant est mort, le président Hugo Chavez. Un vice-président en larmes et des Vénézuéliens sous le choc rassemblés devant l'hôpital de Caracas où le commandante est mort à 58 ans après 2 ans de combat contre un cancer. Tu n'es pas mort, mon frère. Tu es mon âme. Ses partisans pleurent un président populaire pour avoir financé de nombreux programmes sociaux grâce à l'argent du pétrole. Un personnage qui savait soigner son style, exubérant. Un brin mégalo, toujours prêt à faire le show. Le leader de la révolution bolivarienne semblait infatigable. Et depuis hier, l'Amérique latine lui rend hommage. Le gouvernement brésilien n'était pas toujours totalement d'accord avec le président Chavez, mais c'était un grand dirigeant. Un leader salué également par Cuba et d'autres régimes syriens ou iraniens, alliés du commandante dans sa lutte contre l'impérialisme américain. Depuis Washington, pas de télégramme de condoléances, mais un simple message de soutien aux Vénézuéliens. Car les relations entre le Venezuela et les États-Unis se sont de nouveau tendues. Quelques heures avant d'annoncer le décès de Chavez, son bras droit accusait les Américains d'être responsables de sa maladie. Nous n'avons aucun doute sur le fait que nos ennemis historiques ont cherché à nuire à la santé de notre président. Paranoïa ou propagande, ces accusations interrogent sur l'avenir des relations entre les États-Unis et le Venezuela, qui devra désigner dans un mois le successeur de Chavez. Je salue notre cher Juan Gomez, l'abbé Gomez, qui vient de nous rejoindre, notre adoré abbé Gomez, et je vous salue tous les trois. Olivier Compagnon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et rédacteur en chef des cahiers des Amériques latines au pluriel. À côté de vous, Maurice Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été rédacteur en chef du Monde Diplo de 2008 à 2012. Vous êtes écrivain également. Et à côté de vous, Adeline Geoffresse, bonsoir madame, vous êtes politologue spécialiste, ça tombe bien, du Venezuela. Une question en préambule sous forme de petite infime provocation. Est-ce qu'on est bien sûr, vu le culte de la personnalité et la nature spécifique de ce régime, qu'il est mort seulement hier? Est-ce qu'il n'aurait pas pu être mort depuis 1 ou 2 ou 3 jours? Hugo Chavez, Maurice Lemoine. Je n'ai pas de réponse à la question que vous posez. Simplement, je ne vois pas trop quel intérêt aurait eu le gouvernement pour organiser vénézuélien une sorte de communication à retarder l'annonce de la mort de Chavez, dans la mesure où, d'une certaine manière, les pas suivants sont quasiment tracés, puisqu'il y a 30 jours pour organiser la prochaine élection, que d'une manière générale, on considère, nous verrons si c'est un pronostic juste, que Nicolás Maduro, le dauphin de Chavez, les gagnera. Donc, je n'ai pas de réponse précise, mais je ne vois pas l'intérêt. Il n'y avait pas la nécessité de se donner le temps pour orchestrer la communication, préparer des petites phrases, ce genre de choses? Ils ont eu le temps depuis quelques mois quand même. Hein. Ils ont eu le temps depuis, depuis octobre au moins. Quoi. Si je peux me permettre, je ne suis pas convaincu que l'expression culte de la personnalité s'applique parfaitement au cas du Venezuela. Pourquoi? Il y a une personnalisation du pouvoir, sans aucun doute. Oui. Mais culte de la personnalité, ça renvoie... À la Corée du Nord, au stalinisme. par exemple, au stalinisme. Alors, je sais bien que Chavez est mort 60 ans jour pour jour après Staline, mais je pense que c'est quand même une assimilation un peu Faisons trop un rapide. Distinguo. Voilà. Très bien. Je pense qu'on reviendra sur cette question de la personnalisation du pouvoir. Bon pour moi. Parfait. Merci de m'avoir... L'Amérique latine est en larmes. Un certain nombre de pays sont en deuil, sont éplorés. Maurice Lemoine, vous comprenez cette vague de par la nature charismatique du personnage? Oui, tout à fait. Alors, soyons clairs, une partie de l'Amérique latine est en larmes, une autre, tout en observant un discours décent, parce qu'il s'agit de la mort d'un homme, est assez ravie quand même de la disparition de Chavez. Hein. On le sait, c'est un président qui est à la fois adulé d'une certaine manière, et puis qui est honni par une partie de l'Amérique latine. Cela étant, effectivement, on va dire pour la gauche latino-américaine, pour appeler les choses par leur nom, c'est un jour douloureux, c'est un jour difficile.
pas forcément sur le plan politique, encore que, mais sur le plan émotionnel, parce que Chavez, précisément, a su établir avec ce qu'on appelle le peuple. C'est une émotion qui a dépassé l'Amérique latine, puisqu'on entend depuis ce matin un certain nombre de déclarations un peu éplorées, en tout cas une vraie vague de tristesse. On a entendu par exemple Oliver Stone et Sean Penn qui déploraient la mort d'un grand héros, et puis de manière un peu plus inattendue, encore qu'il y a Michael Moore, par exemple, le réalisateur de documentaire, qui l'a fait sur Twitter. Il a écrit précisément 54 pays ont autorisé les États-Unis à enfermer, à torturer des suspects. L'Amérique latine, grâce à Chavez, a été la seule à dire non. Il a fait ça en l'occurrence. Jean-Luc Mélenchon, on l'attendait, il l'a fait tard dans la nuit. Et c'était très laconique. Ce qu'il est ne meurt jamais. Donc on voit quand même que ça dépasse les frontières et qu'il y a malgré tout une vraie fascination pour la personnalité d'Hugo Chavez et qu'il y a une vraie sincérité dans cette émotion, visiblement. Pour revenir à l'échelle latino-américaine de cette émotion, je crois qu'il faut rappeler quand même que l'élection de Chavez en décembre 1998, c'est la première réaction par les urnes contre la doxa néolibérale qui s'était imposée à partir de la fin des années 70, du début des années 80, et qui avait fait tant de ravages dans les années 90, et en particulier au Venezuela. On sait qu'au Venezuela, en février 89, il y a un événement un peu fondateur qu'on appelle le Caracazo, qui est une gigantesque rébellion populaire contre les mesures drastiques qui sont prises au nom de l'orthodoxie néolibérale, que le gouvernement démocratique de Carlos Andrés Pérez réprime ce Caracazo dans le sang. On n'a jamais eu de bilan définitif. Bon. Et au fond, on a cette Amérique latine, je dirais ces populations latino-américaines malmenées pendant toutes les années 90. Et à un moment donné, il y a l'élection de Chavez. Un ancien putschiste. Un ancien putschiste, mais qui vient d'ailleurs, les politistes nous disent que c'est un outsider politique, et qui ouvre la voie à ce qu'on va appeler ensuite le virage à gauche. Et je pense qu'il y a une conscience de cette généalogie chez Morales, chez Correa, chez Humala. Voilà, c'est une matrice, si vous voulez, du virage à gauche. Oui, effectivement. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, ce que vous avez souligné, c'est très intéressant parce que ça met le doigt sur une des spécificités de Chavez qui, au-delà d'être un leader charismatique, national, reconnu, adoré, vraiment aimé de l'ordre du Dieu, tout ce qui est religieux se mêle à ce contexte-là, Chavez est un leader global. Et c'est un leader qui, au-delà de l'Amérique latine, dans le cadre duquel il a su aussi imposer ses idées et créer des choses, je pense notamment à l'alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, qui avait coupé court et presque l'herbe sous le pied aux États-Unis finalement, avec leur zone de libre-échange. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme le soulignait Olivier Compagnon, le phénomène Chavez est arrivé à un moment donné où cette rhétorique contestataire a recueilli un accueil favorable parce que le contexte aussi international était favorable, avec la crise, avec l'intervention des États-Unis en Irak notamment. Et même s'il prenait quelques libertés un peu avec la démocratie, parce qu'au fond, il faisait un référendum, mais si le résultat ne lui convenait pas... comme Jacques Chirac. Pas à ce point-là. À ce point-là, il en faisait un autre pour changer les statuts. Moi, je n'ai jamais trouvé plus scandaleux. Je suis d'accord avec vous. C'est dans une certaine mesure... Non, mais dans une certaine mesure, c'est un déni de démocratie. Il fait un référendum de réforme constitutionnelle sur toute une série de points, mais notamment pour pouvoir se représenter. Ce référendum est rejeté, c'est son seul échec électoral. Enfin, il y a aussi peut-être les dernières législatives, on peut en parler. Et ensuite, il fait passer il fait un nouveau référendum et ça passe. Et là, ça passe. Si vous voulez, lorsque la France, c'est pas le sujet, mais lorsque la France rejette le traité européen, puis se voit imposer ce traité européen par ses élites politiques pour vous, c'est de la même nature? Pour moi, ce n'est pas davantage un déni de démocratie au Venezuela qu'en France. Très sincèrement. Formidable. Non, très sincèrement. Alors, on va revenir sur le bilan d'Hugo Chavez après la revue de presse internationale de Rouen. Oui, on parlait du réactions, phénomène Chavez. Eh bien, ce matin, dans la presse internationale, c'était vraiment le phénomène Chavez. Hugo Chavez a fait la une dans le monde entier. Toute la presse sud-américaine a rendu hommage ce matin à Hugo Chavez, à celui qui se présentait comme étant le père du socialisme du XXIe siècle. Même la presse d'opposition au Venezuela reconnaissait dès hier soir qu'Hugo Chavez était entré dans l'histoire
l'histoire. El Universal, qui est un journal d'opposition, estimait tout de même qu'un cycle est en train de finir, que cette révolution bolivarienne très personnelle, il serait temps de tourner définitivement la page, d'où ce titre, Une nouvelle ère sans Chavez. Et mes confrères estiment que voilà, c'est peut-être le moment maintenant de réécrire l'histoire, et si possible en l'améliorant. À Cuba, l'allié fidèle d'Hugo Chavez, évidemment. C'était son fils spirituel. L'organe officiel du gouvernement, évidemment, fait sa une sur Hugo Chavez. Deuil national. Gramna a même publié l'hommage du gouvernement cubain. Nous nous souviendrons de lui comme un soldat patriote. Il nous servira d'exemple pour les combats à venir. Alors, autre analyse évidemment complètement opposée, celle du New York Times. Le journal américain affirme que Chavez laisse un Venezuela amèrement divisé, un pays enfoncé dans une profonde crise que son absence durant plusieurs semaines a cruellement accentuée. Anecdote intéressante tout de même, évoquée ce matin en Chine par l'agence officielle Chine Nouvelle. On apprend qu'Hugo Chavez, finalement, s'est inspiré du camarade Mao, qu'il avait lu le Petit Livre Rouge, mais pas que. Il a lu tous les écrits traduits en espagnol de Mao. On rappelle quand même qu'Hugo Chavez s'est rendu 6 fois à Pékin. En Espagne, article intéressant intitulé Santo y Satan, qu'on peut traduire par Ange et démon. Ouais. Voilà, exactement. Et El Mundo s'interroge justement sur la nature de Chavez. Était-il véritablement un révolutionnaire ou plutôt un néopopuliste pragmatique? Conclusion de mes confrères, finalement, il était un peu des deux. En tout cas, pour la Repubblica en Italie, Chavez était le dernier caudillo qui faisait rêver l'Amérique latine. Maurice Lemoine, le bilan côté positif, une lutte réelle contre l'injustice, une alphabétisation, recul de la mortalité infantile. Enfin, il y a un certain nombre de choses effectivement concrètes qu'on peut mettre au bilan La question que vous posez, elle est difficile sur un plateau de télévision. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous sortir une batterie de chiffres. Ça va ennuyer tout le monde. Hein, donc, et en plus, je n'ai pas un ordinateur dans la tête, donc je n'ai pas forcément la mémoire de tous les chiffres. Cela étant, effectivement, je veux dire, on va... tous les grandes organisations internationales, hein, que ce soit la Commission économique pour l'Amérique latine et le Caraïbe, la CEPAL des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, bref, l'UNICEF, je cherchais, bon, admettent et disent qu'il y a eu, sur le plan social, des progrès considérables au Venezuela. Alors après, on peut rentrer dans les chiffres. La pauvreté a diminué considérablement. Pauvreté, ça veut dire deux choses. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup les gens, parce que là il y a parfois d'ailleurs dans les débats sur l'Amérique latine où on nous annonce que 10 millions de personnes sont passées dans la classe moyenne, ça me paraît un peu farfelu. C'est pas parce que vous sortez de la pauvreté que d'un seul coup vous vivez comme un pacha. Cela étant, la pauvreté, ça implique effectivement une augmentation des revenus, mais aussi l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux médicaments. Je vais prendre un exemple et être un petit peu cruel. On traite Chavez de populiste. Il a créé, enfin Chavez, le gouvernement a créé au Venezuela ce qu'on appelle des mercals, qui sont des marchés populaires à des prix en gros 30% inférieurs au prix du marché. Hein. Il y en a 1600. Bon. Moyennant quoi, effectivement, les plus démunis peuvent se nourrir dans des conditions beaucoup plus favorables. Quelle est notre réponse à nous qui regardons le Venezuela avec beaucoup de mépris? Vous reprenez les termes de Jean-Luc Mélenchon. C'est les restaurants du cœur. C'est les restaurants du cœur. C'est-à-dire que là où l'État a pris ses responsabilités au Venezuela, je ne suis pas en train de faire d'écrire Alice au Pays des Merveilles. Mais voilà. Mais quand vous, tout à l'heure, vous récusiez le terme d'utilisation du terme de culte de la personnalité, on sait que quand même si la population aussi est émue, c'est parce qu'il avait tissé un lien particulier avec elle. On se rappelle par exemple de son programme télé qu'il présentait lui-même, dans lequel on voyait avec des enfants sur les genoux, faire des claquettes, danser, etc. Un lien privilégié n'est pas nécessairement un culte de la personnalité. C'est plus qu'un lien privilégié. En l'occurrence, on observe presque une fusion. Il y a un rapport de proximité. On le voit d'ailleurs sur les images aujourd'hui du cortège finalement funèbre, où il n'y a pas de séparation entre le peuple et le corps du leader. Dans cette émission, par exemple, il répondait au téléphone à des téléspectateurs, à des citoyens. Il y avait très clairement on retombe sur les pattes populistes. Il y a une histoire d'amour. Les Vénézuéliens le considèrent comme leur fils, leur père, leur guide, il fait partie de la famille. Les citoyens pouvaient lui donner des petits papiers avec des demandes particulières. À chaque fois, il y avait une réponse. Olivier Compagnon. Je reviens sur votre question sur initiale. Le bilan, je voudrais qu'on avance sur le bilan, y compris les zones d'ombre, y compris la corruption, y compris la désindustrialisation du Venezuela depuis 15 ans. Pour donner un chiffre qui illustre quand même ce que vient de dire Maurice Lemoine, en gros, 1999, 49,5% de la population vénézuélienne sous le seuil de la pauvreté, 28% en 2010. Voilà. Le recul, il est quand même très net. Autre élément positif du bilan, de mon point de vue, un véritable travail de réinclusion citoyenne de franges importantes de la population qui ne s'intéressaient plus à la politique.
Et ça se traduit, par exemple, dans le taux d'abstention extraordinairement faible qu'il y a eu en octobre 2012, enfin 20% d'abstention, alors qu'il y avait plus de 40% d'abstention en 2000. Ceci par les pratiques de démocratie participative à l'échelle locale, etc., etc. Pour moi, cette œuvre sociale, cette œuvre de réinclusion politique, c'est les deux principaux points positifs. Maintenant, le bilan diplomatique, le bilan économique... Attendez, pour rester à l'échelle intérieure, pas de réponse réelle au problème du logement, qui est un drame. Hein. Il suffit d'arriver à Caracas, de prendre la voiture de l'aéroport jusqu'au centre, c'est un véritable drame. Pas de réponse à la question qui hante le quotidien des Vénézuéliens, qui est celle de l'insécurité. La sécurité, pas de réponse concrète. C'est le deuxième pays le plus meurtrier du monde. Tout à fait. Et je ne dis pas qu'il y a des réponses simples à apporter, mais il s'avère qu'il n'y en a pas eu. Vous parliez de désindustrialisation. Je ne suis même pas certain qu'on puisse utiliser ce mot. Il y avait puisque c'est une économie entière de pétrole qui n'avait pas vraiment de socle industriel. Alors justement, je vous propose là-dessus de regarder quelques chiffres, puisqu'on parle du bilan économique, et quand on pense Venezuela, on pense pétrole. Et vous voyez là, 94% des exportations, c'est le pétrole, et c'est les seules ressources. Et au fond, si on tire le bilan, il y a un aspect positif. Effectivement, cette manne, il a pu en faire bénéficier un certain nombre de pauvres, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu en profiter justement de cette manne pour créer une nouvelle industrie, pour faire en sorte que son pays soit un peu plus autonome? Est-ce que là, il n'y a pas un problème du point de vue du bilan de Chavez? Alors, ce que vous indiquez là, les gouvernements précédents, aussi dans les vagues de richesse, disons des années 70 par exemple, ont déjà essayé de réindustrialiser ou en tout cas d'investir dans l'industrie, ce qui s'est révélé absolument catastrophique par manque de planification certainement. En tout cas, la gestion, visiblement, donc bien avant Chavez, il y a un problème de gestion à ce niveau-là. Par ailleurs, là, on peut critiquer ou pas, la stratégie de Chavez, ça a été au contraire de tisser des liens à l'international. Et on peut le voir comme un paradoxe, puisque au final, des liens économiques, des liens économiques, tout à fait. Alors financiers, par exemple, vous parliez de la Chine. Bon là, c'est l'exemple typique. Mais dans le tissage de ces liens, pardon de vous couper, mais il tapait à bras raccourcis sur l'impérialisme américain, tout en continuant, quoi qu'il arrive, à fournir du pétrole aux États-Unis. Donc là, il y a quelque chose de totalement incohérent, ou de parfaitement calculé, ou de complètement schizophrène dans ce fameux tissage de liens que vous évoquez. Assez pragmatique en fait. Oui, donc les liens qui pouvaient mettre en avant, qui confortaient cette aura contestataire, etc., il l'a fait, j'allais dire, avec brio. Je pense à l'Iran, notamment. Donc un double langage, en quelque sorte, un double discours. En parallèle. Mais juste une chose, je voulais revenir sur ce que vous disiez, parce que je pense que c'est l'élément le plus négatif du bilan. C'est-à-dire que je pense que jusqu'en 2004-2005, Chavez est dans une logique de défense du pouvoir conquis par les urnes en 98, parce qu'il est agressé par l'opposition, le coup d'État de 2002, etc. À partir de 2005, il a toutes les données en main. Il contrôle tous les rouages du pouvoir. Il a un baril de pétrole hyper élevé. Et là, on peut légitimement penser, puisqu'il annonce une volonté de transformation radicale de la société vénézuélienne, qu'il va essayer de couper avec cette logique rentière historique. Et il ne l'a pas fait. Et moi, de mon point de vue, c'est, je dirais, le gros échec de cette période. Comment vous le qualifieriez? Comment vous l'expliquez? Alors après, est-ce que c'est une absence de vision de Chavez lui-même, de son entourage? Je ne m'aventurerai pas à expliquer. Il s'avère que, de mon point de vue, il laisse un Venezuela... En fait, il n'y a pas eu de révolution. Il y aurait peut-être eu une révolution si cette transformation avait eu lieu, mais le Venezuela va continuer à importer son essence, ce qui est quand même un paradoxe hallucinant, et à être très dépendant, par exemple, alimentairement. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième point noir? Vous évoquiez le pétrole, la relation avec ses amis. Parce que si on fait le compte, je veux bien qu'on dise c'est un démocrate, mais regardez le nom, tous ses amis. Fidel Castro à Cuba, Ahmadinejad, Kadhafi en Libye, Assad en Syrie, il a même soutenu les FARC en Colombie. C'est pas non plus les gens les plus fréquentables. Là, vous faites un raccourci extrêmement rapide. Je vais être un peu cruel. C'est pas à Caracas que Kadhafi a planté sa tente au milieu de la capitale. C'est à Paris. Ça. Alors, quand Nicolas Sarkozy reçoit Kadhafi pour des histoires, pour des affaires, alors on lui tombe dessus à bras raccourcis. Mais sur Chavez, quand Laurence Parisot veut prolonger les statuts, on dit que c'est Poutine. Mais alors quand c'est Chavez, vous dites non, écoutez, c'est pas grave. Élargissons le problème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les latino-américains, je ne parle pas uniquement de Chavez, ont une notion de la souveraineté nationale parce qu'elle a souvent été bafouée chez eux par les États-Unis. On connaît l'histoire de l'Amérique latine extrêmement vigoureuse. Il se trouve que, prenons le cas de Kadhafi, il y a eu organisé par Chavez et Lula du Brésil. Vous savez qu'on aime bien Lula, y compris, moi j'ai pas de prévention contre Lula. 2 sommets, Amérique du Sud, Afrique. Bien.
Le dernier a eu lieu en 2009, dans lequel il y avait 60 pays africains et latino-américains. Et là se rencontraient Kadhafi, Lula, Chavez. Ce genre de réunion crée des liens... De démocrates plutôt de démocrates, peut-être, bien sûr. Ouais, mais en même temps, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que si on faisait un débat sur Lula, sur le Brésil... Oui, mais là, Maurice Lemoine, là, on reste concentré sur Chavez. Moi, je pense que là... Moi, je suis d'accord avec ça. Là où je voudrais faire une petite nuance par rapport à ce que vous avez dit, c'est que le fait qu'il fréquente des dictateurs à l'international ne signifie pas qu'en interne, c'était une dictature. Je pense qu'il est difficile de nier le fait que Chavez a toujours tiré son pouvoir d'une véritable légitimité populaire, avec je ne sais plus combien d'élections, 16, 17, j'ai arrêté de compter. Après, quand on passe à l'échelle internationale, on note effectivement des contradictions. A gagné justement à soutenir jusqu'au dernier moment le régime de Bachar el-Assad. Effectivement, le régime de Bachar el-Assad, le régime de Kadhafi. Et là, c'est une contradiction très forte qu'il faut pointer. Hein, enfin, vous sous-entendiez que nous justifions cela? Absolument pas. Il y a une contradiction. Alors maintenant, pourquoi? Parce que, effectivement, très vite. Non, mais parce que c'est cette fameuse logique que les ennemis des ennemis sont les amis. Et donc, en fait, c'est la reconstitution d'un axe anti-impérialiste. En sachant qu'il faut quand même faire, excusez-moi, une part spéciale à l'Iran. Parce qu'il peut y avoir n'importe quel gouvernement à Téhéran et n'importe quel gouvernement à Caracas, il y aura toujours de bonnes relations entre l'Iran et le Venezuela. Pour une raison très claire, c'est que ce sont deux membres fondateurs de l'OPEP depuis le début des années 60, et que ces deux pays ont besoin de s'entendre pour garantir des niveaux de pétrole suffisamment élevés. C'est très clair. Merci de cette précision sur l'OPEP et leur appartenance à l'un et à l'autre. Retour avec le journal du Temps, tout de suite de Bruno Godenzi, sur l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez. C'était en décembre 1998. Chavez qui n'avait jamais douté de son destin et qui était animé d'une vision quasi messianique de sa mission. On regarde. Le Venezuela a perdu son leader et le père de la révolution bolivarienne. Le cœur du peuple, comme le qualifie son dernier slogan, a cessé de battre, mais pas sa pulsation, qui a débuté il y a 15 ans. Venezuela, 1998. Hugo Chavez est élu à la présidence du pays avec 56% des voix. Son slogan, fléau de l'oligarchie et héros des pauvres. Cette arrivée démocratique à la tête du pays suit cependant 2 coups d'État avortés qui ont valu à Hugo Chavez plusieurs années de prison, mais pas la perte de sa popularité. Au contraire, le commandante incarne l'espoir d'un changement qui rende enfin sa dignité au peuple, indien et métis comme lui y compris. Je jure devant mon peuple, sur cette constitution moribonde, que je ferai les transformations démocratiques qui s'imposent. Assis sur les gisements pétroliers d'un pays qui est l'un des premiers producteurs mondiaux, Hugo Chavez prend rapidement en main le secteur des hydrocarbures et nationalise les industries clés. La rente ainsi assurée lui permet de mener une politique sociale d'envergure. Au programme, une réforme agraire, la création de conseils et de coopératives et une lutte à tout va contre la pauvreté et la maladie. Au programme également, une vaste propagande et les discours fleuves pendant lesquels Chavez incarne l'âme du pays. C'est parti pour 15 ans de culte de la personnalité. Vive le socialisme! Vive le père de la nation! Vive la jeunesse! Le socialisme ou la mort! Pour terminer, très vite, un peu de prospective, il y a des élections d'ici 30 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le pays va être déstabilisé? Alors déstabilisé, en tout cas, visiblement, le pouvoir a fait savoir qu'il n'y tenait pas en prononçant vraiment ce mot paix et respect tout au long de l'annonce du décès d'Hugo Chavez. Je pense que c'est extrêmement important de le souligner. Pour autant, je pense que l'heure est plutôt à l'émotion et à la stabilité aussi, une certaine continuité avec vraisemblablement Nicolas Maduro, bien sûr, le dauphin, disons, désigné. Enfin, c'est pas une monarchie en même temps. Non, non, non tout à fait. Mais peut-être que le risque, ça serait une montée, disons, des tensions entre un Maduro et un Cabello. Et là, bon, ça peut être un peu plus déstabilisant. Parce que le chavisme n'a jamais été un objet idéologique cohérent. C'était une nébuleuse regroupant des trajectoires des individus aux intérêts très différents. Et on peut très bien se retrouver, effectivement, comme le disait Adeline, avec une tension très forte entre le dauphin désigné, Maduro, qui vient des mouvements sociaux, qui a une vraie légitimité
par cette trajectoire. Et de l'autre côté, Cabello, qui, lui, est un vieux compagnon de route issu de l'armée, qui tient l'armée, qui, à mon avis, sera une variable très importante, non seulement dans les 30 jours qui viennent, mais sans doute après dans le futur. Et juste une chose, hier, il y avait une réunion très importante à Caracas, juste avant l'annonce du décès, et Cabello n'avait pas été convié par Maduro. Ce qui est quand même... C'est un signe. Ce qui est quand même mauvais signe. Lequel voilà. Et juste un point. Alors, vraiment... Ouais. Tout petit. Vite. Non, n'oublions pas qu'évidemment, par définition, on parle de Chavez. Hein. Mais il y a eu pendant 14 ans un travail collectif absolument fantastique. C'est-à-dire qu'il y a dans les milieux populaires une conscience politique qui fait que le chavisme sans Chavez n'est pas une utopie. Pour poursuivre le débat, Chavez Presidente et de Maurice Lemoine aux éditions Flammarion, hélas en rupture de stock. On attend une réimpression, Maurice Lemoine, et sous votre direction, Olivier Compagnon, le Venezuela, au-delà du mythe. J'ai votre carte de visite. Chouette. Tous les soirs, Désintox passe au radar les propos farfelus ou mensongers des hommes politiques français. Ce soir, c'est Claude Guéant qui a un peu déformé à dessein une étude vieille de 10 ans sur la délinquance. Regardez.